et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, Ibrahim Sissavané, a remis hier vendredi au président de la République, Alassane Ouattara, le rapport annuel de son institution. Le chef de l'État, à cette occasion, a annoncé que la libéralisation de l'espace audiovisuel se fera à la fin de cette année. La piraterie, la pêche illicite, la criminalité maritime préoccupent la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et ces deux pays ont décidé de conjuguer leurs efforts pour lutter efficacement contre ces différentes menaces. Des dizaines de milliers de Maliens ont défilé hier vendredi dans le calme à Bamako à l'appel de l'opposition pour réclamer la transparence lors de l'élection présidentielle du 29 juillet prochain, une semaine après des marches émaillées d'incidents. Voilà, nous vous le disions à l'instant, le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, Ibrahim Sissavané, a remis hier vendredi au président de la République, Alassane Ouattara, le rapport annuel de son institution. Le chef de l'État, à cette occasion, a annoncé que la libéralisation de l'espace audiovisuel se fera à la fin de cette année. Témoin pour RTI 1 à Ouattouré. Le contrôle du pluralisme et l'accès équitable aux médias du service public, la libéralisation de l'espace audiovisuel et la migration vers le numérique constituent les grandes articulations du rapport 2017 de la HACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Le concept de redevabilité qui impose au mandataire de rendre périodiquement compte de sa mission au mandant est une marque de bonne gouvernance, d'autant qu'ici, ce concept est consacré par nos lois. En effet, la cérémonie solennelle de ce jour de remise du rapport de la HACA à Monsieur le Président de la République se tient conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi numéro 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce rapport d'activité des mains du premier responsable de la HACA, Ibrahim Sissavané. Pour Ibrahim Sissavané, si la remise du rapport est un devoir, il est aussi l'occasion de rencontres pour échanger sur les acquis et perspectives du paysage audiovisuel. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour diverses raisons, notre paysage audiovisuel est longtemps resté en jachère. Aujourd'hui, la situation a remarquablement évolué. Aujourd'hui, il y a 191 radios, dont 148 dites de proximité. Outre la RTI et ses stations délocalisées, 4 chaînes de télévision commerciales ont déjà été autorisées et attendent de pouvoir émettre. 7 opérateurs des réseaux de distribution, communément appelés bouquets satellitaires, sont autorisés. Certains sont déjà en pleine exploitation. Nous espérons que tous ces bouquets pourront, par le biais de la concurrence et des nouvelles technologies, offrir des contenus de qualité à un coût toujours plus abordable pour nos populations. Monsieur le Président, nous avons exprimé quelques inquiétudes par rapport au rythme à la fois lent et saccadé de ce processus de transition numérique. Ce n'est pas de notre part une simple posture, mais nous voyons bien les risques qui se profilent et pourraient imposer des modes de diffusion difficiles, sinon impossibles à réguler au niveau des États. La remise du rapport annuel de la HACA est aussi pour le chef de l'État un moment privilégié, une opportunité pour réitérer l'importance qu'il accorde au secteur de la communication et à son indépendance. Les lois portant régime juridique de la presse et de la communication audiovisuelle créent un cadre de liberté d'action et d'expression jamais égalé. En matière de libéralisation de l'espace audiovisuel, notre pays avance bien, à un rythme qui préserve l'essentiel, c'est-à-dire la paix, la sécurité, la cohésion nationale,
dont notre pays a besoin pour continuer sa marche vers l'émergence. S'agissant de l'implémentation de la télévision numérique terrestre, la TNT, qui est le corollaire de cette libéralisation, je note également une évolution positive ces derniers temps, avec la mise en place du cadre légal et la création en fin d'année 2017 de la Société ivoirienne de télédiffusion. Ainsi, le processus de libéralisation de notre espace audiovisuel sera effectif d'ici la fin de cette année. Monsieur le Président de la ACA, en tant que régulateur, il vous revient conformément à la loi de maintenir l'ordre dans le secteur tout en vous assurant de l'équilibre des opinions, surtout en période électorale. Je compte sur vous pour cela, afin de toujours garantir la liberté d'expression si chère à nos concitoyens et à moi-même. Dans le même sens, j'invite le ministère chargé de la communication à travailler avec l'AACA et toutes les autres entités concernées sur le nécessaire encadrement de nos médias en ligne. Au-delà du caractère légal qui existe maintenant, il nous faut aller plus loin et élaborer une véritable loi sur les fake news pour protéger davantage nos concitoyens et notre pays. La presse doit être stimulative et non pas injurieuse. Pour terminer, le président Alassane Ouattara a rendu un hommage appuyé au président de la ACA, Ibrahim Sissavané, pour l'excellent travail à la tête de cette institution de régulation de l'audiovisuel national depuis sa création en 2011 et son soutien constant à l'indépendance de la presse. Il a également félicité l'ensemble du collège de la ACA pour la qualité du rapport remis. Ouattouré, autre information, le centre d'accueil pour enfants victimes de la traite et de l'exploitation de Soubré a été inauguré jeudi dernier par la présidente fondatrice de Children of Africa qui a construit ce centre. Il s'agit de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Ce centre nous est ici présenté par Viviane Aïma. Le centre d'accueil pour enfants victimes de la traite, bâti à Soubré par la fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a une capacité d'accueil de 64 enfants. Il est bâti sur une superficie d'1 hectare, permettant ainsi aux jeunes pensionnaires de bénéficier d'un grand espace. Le centre dispose de nombreuses commodités. 4 dortoirs équipés chacun de 8 lits superposés. 2 dortoirs sont destinés aux filles et 2 dortoirs destinés aux garçons. 2 salles de classe pour des cours d'alphabétisation. 2 salles de formation où les enfants recueillis vont apprendre les bases de la couture, de la coiffure, de la menuiserie. Ils pourront aussi apprendre l'informatique et améliorer leur savoir grâce à une salle multimédia comprenant une bibliothèque et 3 ordinateurs avec connexion Internet. Le centre compte aussi une salle de télévision, une grande salle polyvalente, une paillote, un grand réfectoire, une cuisine équipée, une buanderie équipée de machines à laver le linge, un bâtiment médico-social comprenant une infirmerie avec une salle d'observation de 3 lits. Les enfants seront sous la garde de 4 éducateurs résidant au sein du centre. Un secteur est prévu pour le logement des éducateurs. Le centre dispose aussi d'un bâtiment pour l'administration. Le centre d'accueil de Soubré est le premier-né des 3 centres d'accueil projetés par la fondation Children of Africa. Après Soubré, les 2 autres centres d'accueil seront réalisés à Bouaké et à Ferkessédougou, 2 villes qui se signalent comme de grands carrefours de passage des trafiquants d'enfants. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire était à l'école militaire préparatoire technique EMPT de Bingerville, où il a passé une journée avec les enfants de troupes. Il a promis, dans le cadre de la coopération franco-ivoirienne, le jumelage très prochainement entre l'EMPT chez les écoles militaires de France. Abou Sanogo. Présentation de l'école par le bureau d'instruction, visite du centre de documentation et d'information, puis entrevue avec les élèves de la classe de 6e, constitue l'essentiel de cette visite. Accompagné de son attaché de défense,
L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a eu droit également à une présentation succincte de l'école. Gilles Huberson a pu constater les efforts conséquents déployés par l'administration de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville pour maintenir à flot le Prytanée militaire. Il a donc promis de faire le maximum afin de maintenir le cap. On va vers un jumelage entre le MPT de Bingerville et une école d'infanterie française. Et je souhaiterais, puisque tout le monde est d'accord, que de notre côté on avance vite afin que cette demande commune puisse être réalisée avant la rentrée de septembre. Ces échanges avec les élèves de la classe de 6e lui ont permis de s'apercevoir de la véritable intégration des enfants de troupes des pays de la sous-région. Déjà dès la première année, le clou de la visite de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire au centre de documentation et d'information de l'école militaire préparatoire technique, véritable grenier du savoir. Cette bibliothèque fondée en 1939 et rénovée en 2007 possède un fonds documentaire de 9 841 livres répartis dans toutes les catégories. L'école militaire préparatoire technique de Bingerville est un lycée d'excellence avec pour mission de donner aux enfants de troupes une formation morale, académique et militaire. Aujourd'hui, cette école compte 791 élèves, dont 158 filles. Allez, autre sujet, chez le secrétaire d'État en charge du budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a eu une séance de travail avec les agents des douanes ivoiriennes directement impliqués dans la mobilisation de recettes de l'État. Objectif, améliorer les performances en vue d'atteindre les objectifs fixés au début de l'année budgétaire. Lanside Bakayoko. Au premier trimestre de l'année 2018, les résultats obtenus par les services de douane n'étaient pas forcément ceux que le gouvernement attendait. Une mauvaise tendance en voie d'être inversée pour ce deuxième trimestre. C'était une rencontre avec la hiérarchie de la douane, mais surtout les vérificateurs sur le terrain, pour essayer d'apprécier leur travail, essayer d'apprécier leurs résultats et faire en sorte que nous ayons des mobilisations de ressources qui soient plus importantes pour financer le budget et essayer d'accompagner la marche de notre pays vers l'émergence. Les résultats sur le terrain en termes de mobilisation de ressources, en termes de redressement, après avoir constaté certaines infractions, sont à la hausse. Ces performances sont en partie le résultat du comité d'éthique mis en place au sein de l'administration des douanes par le secrétaire d'État. Grâce à l'engagement de chacun des vérificateurs via la signature d'une charte, cette instance a permis de corriger les comportements malheureux qui réduisent les intérêts de l'État au second plan. Malgré le retour du civisme fortement salué, les services de douane sont appelés à poursuivre leurs efforts en vue de mobiliser davantage de ressources nécessaires au financement du budget. J'encourage donc les agents des douanes à continuer ainsi au service de notre nation. Pour cet exercice budgétaire 2018, la contribution de l'administration des douanes est fixée à 1803 milliards de francs CFA. Voilà, le comité scientifique de la revue de l'intégration africaine du développement s'est réuni ici à Abidjan pour évaluer et actualiser le programme élaboré sur l'intégration africaine. On en parle avec Olivier Hérier et Sidonie Wakadavila. C'est dans cette revue que les scientifiques font des recommandations pour les gouvernements africains. La revue africaine de l'intégration du développement, baromètre important pour le suivi du développement des pays africains. L'objectif, c'est de faire revivre la revue, de recueillir les idées liées, n'est-ce pas, à l'intégration au développement qui permettent aux gouvernements africains de mieux réformer leur politique afin, n'est-ce pas, d'accélérer le processus d'intégration au niveau du continent. Composé d'universitaires de divers pays, ce comité tient des réunions biannuelles avec des résultats aussi bien intéressants dans le processus d'intégration africaine que pour les chercheurs qui la publient. Il s'est passé des choses en Afrique, notamment la zone de libre-échange, le fait aussi que les Africains créent des fonds de réserve pour faire face aux différents chocs qui peuvent affecter les économies africaines. Il n'y a aucune économie qui n'est pas sujette à difficultés. Simplement, ce qui compte, c'est à la lumière des expériences du passé et compte tenu des projections de croissance, qu'est-ce que nous allons faire vraiment en Afrique. Outre la revue, des questions importantes pour l'économie du continent ont été soulevées. Notre travail aujourd'hui consiste à pérenniser cette revue,
à donner plus de consistance, à donner une visibilité pour que ce soit une revue de référence. De telle manière que ce travail non seulement puisse servir nos autorités, mais pour le chercheur qui publie, qu'il soit reconnu et qu'il puisse avoir des promotions au niveau, n'est-ce pas, de sa carrière universitaire. La revue africaine de l'intégration et du développement a été mise sur pied il y a de cela 10 ans par l'Union africaine. Elle constitue une tribune pluridisciplinaire internationale axée sur la problématique de l'intégration de l'Afrique. Le patronat ivoirien a décidé de sensibiliser les entreprises sur la norme ISO 45001. C'est la toute première norme ISO relative à la santé et à la sécurité au travail. L'application de cette norme devrait améliorer justement le rendement des entreprises nationales. Francis Boifou. 7 575 cas de maladies professionnelles et d'accidents du travail en Côte d'Ivoire en 2016, selon le ministère de l'Emploi et de la protection sociale, pour des prises en charge évaluées à près de 8 milliards de francs CFA. Le patronat a décidé d'agir à travers ces échanges sur la norme ISO 45001 relative au système de management de la santé et sécurité au travail. C'est la première norme ISO de sécurité mondialement reconnue. Dans cette norme-là, on introduit ce qu'on appelle le droit de retrait. Le droit de retrait, c'est une disposition qu'on a dans le nouveau Code du travail ivoirien qui stipule que tout employé, face à une situation où il juge que sa santé et sa sécurité est menacée, situation de travail, a le droit de refuser donc de réaliser cette activité sans qu'une poursuite ne soit intentée à son encontre par son employeur. Un deuxième point, la consultation, demander l'avis des travailleurs pour toutes les questions de santé et de sécurité et la participation, les associer à la prise de décision. L'application des différentes dispositions relatives au management de la santé et sécurité au travail, selon l'expert, doit nécessairement améliorer les résultats de l'entreprise. Ça correspond aux objectifs de la Confédération générale des entreprises qui vise à améliorer les performances des entreprises et surtout faire en sorte que notre économie soit performante. Les entreprises disposent de 20 mois pour mettre en place le système de management santé et sécurité au travail ISO 45001 version 2018 en tenant compte du nouveau code du travail au plan national. La 7e édition des Journées nationales des ressources humaines va se tenir à Yamoussoukro du 19 au 21 juillet. Les initiateurs ont donné le ton de cette plateforme d'échange jeudi dernier au cours d'une cérémonie ici à Abidjan. Et c'était en présence de Serge Colliard. C'est le plus grand rendez-vous des professionnels du secteur. Les Journées nationales des ressources humaines vont constituer cette année encore une tribune d'échange, de formation et de partage d'expériences. Initiée par la structure Marcel Zadik et ses groupes Intelligence, avec l'appui du réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines, l'événement est à sa 7e édition. Ça se passe une seule fois dans l'année où tous les gestionnaires des ressources humaines et les dirigeants se retrouvent. Nous sommes dans une fonction qui nécessite du contact. Et on parle de réseau, c'est de faire du réseautage. En plus, on se rencontre, on échange avec des gens, on partage des expériences et on devient plus fort. Autre articulation de ces Journées nationales des ressources humaines, la cérémonie de promotion du mérite et de la fonction des ressources humaines dénommée RH Award. On aura des prix sectoriels parce que la problématique RH dans le secteur des services de la banque n'est pas la même dans l'agro-industrie et autres. Après cela, on va déterminer qui est le super, sinon le meilleur RH. On a instauré le prix du manager social de sorte à ce qu'on puisse primer tous ces dirigeants d'entreprise qui accompagnent la dynamique RH au sein de leur entreprise. Mais il faut encourager aussi tous ces jeunes qui entrent dans la fonction. C'est pourquoi on a parlé du prix RH Espoir. Les Journées nationales des ressources humaines se tiennent du 19 au 21 juillet prochain à Yamoussoukro. La journée mondiale des océans a été célébrée le 8 juin, hier donc. Cette année, les membres de l'organisation non gouvernementale, les Amis des marins, se sont retrouvés sur les plages du village d'Azureti, à environ 4 km du centre-ville de Grand Bassam, pour promouvoir les ressources océaniques, en présence de Patricia Oumou Etia.
Échanges et concertations pour unir et mobiliser les populations sur le projet de gestion durable des océans. Ici, dans le village d'Azureti, une gamme d'outils pratiques et complètes pour le nettoyage des plages au quotidien est offerte au village. C'est le don de l'ONG Les Amis des Marins à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan. Il y a pratiquement les déchets qui sont dans les mers. Les plastiques sont à hauteur de 80%. La mer à elle-même ne produit pas de plastique. C'est bel et bien l'homme qui produit le plastique. Bordé par la mer et la lagune, ce village est constitué de 4 communautés. Les Fanti, les Aladjans, les Ébriers et les Apollo. Principale activité, la pêche, ralentie ces derniers temps par les déchets présents dans l'océan. Nous sommes à Azureti. Nous sommes avec M. Mathurin, pêcheur depuis 20 ans dans ce village. Comment se passe votre activité de pêche? À cause des saletés, ça nous fatigue beaucoup pour notre travail. Ça nous empêche beaucoup. Mais on ne sait pas comment on va faire. Parfois, c'est l'eau qui envoie. Quand on met le filet, ça rentre dans les filets. Ça emballe les filets. Donc, le filet ne peut pas s'arrêter pour que ce que nous voulons, comme des poissons, ça ne peut pas attraper. Des déchets échoués sur les bords des plages, des amas d'objets flottants, dont une grande partie est constituée de déchets plastiques. Vous savez que quand la maman est à la maison, elle donne la saleté à son enfant d'aller verser, elle ne met pas l'accent où l'enfant doit verser la saleté. Donc, ce qui fait que tout est en train de venir vers notre habitation. Les conséquences de cette pollution marine sont énormes. Et pour l'ONG Les Amis des Marins, il est temps d'agir. Des actions de nettoyage et de salubrité saluées par la population. Nous avons reçu les matériels qui nous ont été donnés, des râteaux, des perles, en même temps aussi avec des poubelles, pour pouvoir nettoyer la plage. Parce que Azureti étant un site touristique, nous ne pouvons pas laisser la plage sale. Cette pollution des mers et des océans a un impact profond sur toute la vie aquatique. La Journée mondiale de l'océan est célébrée pour rappeler que les océans jouent un rôle primordial dans notre existence. Véritables poumons de notre planète, ils fournissent la plupart de l'oxygène que nous respirons. Allons maintenant au deuxième grand titre de cette édition pour parler de la piraterie, de la pêche illicite, de la criminalité maritime qui préoccupe bon nombre d'États africains, notamment la Côte d'Ivoire et le Bénin. Ces deux pays ont décidé de conjuguer leurs efforts pour lutter efficacement contre ces différentes menaces. Salim Toudia a initié Christelle Menon. 2010-2011, le Bénin traverse une période difficile. Une trentaine d'attaques de pirates sont enregistrées au large de ses côtes. L'opération Prospérité, une patrouille maritime, est mise en place en collaboration avec le Nigeria voisin. Objectif, mettre fin à la piraterie en hausse dans le golfe de Guinée. Le pays connaîtra alors une accalmie. Aujourd'hui, la lutte contre la piraterie continue. Le port autonome de Cotonou, lui, mise sur la surveillance, notamment des navires pétroliers cibles des pirates. Dans son système technologique de surveillance, on retrouve le VTR 21. L'application renseigne la capitainerie sur tout mouvement suspect au large de ses côtes. Tout ce qui est mouvement en sortie, en arrivée et en entrée du port, tous ces mouvements sont directement perceptibles déjà par mon mobile, mais c'est aussi perçu par notre salle de contrôle où notre équipe opérationnelle est là. Le VTR 21 fournit l'identité, l'itinéraire et même le contenu des navires et cargaisons. Pas le tracking, on anticipe sur beaucoup d'événements en mer. La dernière fois, nous avions reçu une information sur un navire qui avait, disons, des produits prohibés à bord. Il procure des informations électroniques en temps réel sur les navires positionnés dans les ports voisins. Donc nous, on est un petit pays. Il est clair qu'on jette de temps en temps des coups d'œil sur ce qui se fait, sur les temps d'attente, les opérations de pilotage, le temps d'attente des navires sur la rade, les temps d'escale des navires. Nous, on peut, de façon ici, rester à Cotonou et voir ce qui se passe à Abidjan. Le produit a été conçu à Abidjan par ce spécialiste en cybersécurité. Nous l'avons rencontré dans la capitale économique ivoirienne. Nous avons la possibilité d'avoir les navires qui sont dans le bassin portuaire ici. Ici sont les navires qui sont... J'ai constaté que dans ces ports-là, il y avait
un souci pour collecter les données et sortir des statistiques portuaires. Le VTR 21 est aussi utilisé dans les ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro. Là, il aide à la facturation grâce au recueil instantané de données sur le temps mis par les navires dans la zone portuaire. À l'instar de Cotonou, la Côte d'Ivoire fait aussi face à la criminalité maritime. Crime le plus courant dans les eaux ivoiriennes, la pêche illégale. Les 2/3 de la pêche sont illicites, soit 100 000 tonnes contre 50 à 60 000 tonnes pour la pêche légale. Un manque à gagner de 6 à 7 milliards de francs CFA. À travers le secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer, le gouvernement préfère au VTR 21 un système de surveillance par radar et par satellite pour les opérations d'intervention des forces en mer. Nous avons ces systèmes de très haute performance installés chez nous qui nous permettent de suivre, grâce à des systèmes satellitaires, l'ensemble des mouvements des navires sur l'ensemble de la planète et en particulier dans les zones qui nous concernent. En complément, évidemment, il faut avoir des systèmes de détection dits non coopératifs. Et là, ce sont des radars. Le terrorisme maritime est aussi une réalité que le pays n'écarte pas. Et dans ce sens, il a été mis en place une stratégie nationale de lutte antiterroriste qui prend en compte l'ensemble des deux dimensions. Je dirais à la fois dimension terrestre et dimension maritime. Nous avons des forces qui sont formées dans le cadre de la lutte antiterroriste à terre, mais évidemment applicable en mer. La criminalité maritime reste avant tout transfrontalière. Pour sécuriser le golfe de Guinée, les chefs d'État des pays membres mettent en place le processus de Yaoundé. Il vise à développer le travail commun et à mettre en œuvre des actions concrètes. La Côte d'Ivoire, de son côté, a réadapté en 2017 son code maritime, notamment en termes de sanctions pénales, de 10 ans d'emprisonnement ferme à perpétuité et une centaine de millions en cas de crime maritime. Autre sujet, le gouvernement ivoirien apporte sa contribution à la promotion et à la vulgarisation de l'histoire générale de l'Afrique. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Badaman, a remis un premier appui de 25 millions de francs CFA au représentant régional de l'UNESCO. Un autre don de 25 millions de francs CFA sera fait les mois à venir. Serge Kolia. 50 millions de francs CFA. C'est le montant promis à l'UNESCO par l'État de Côte d'Ivoire pour promouvoir l'histoire générale de l'Afrique. Pour respecter ses engagements, le gouvernement ivoirien, à travers le ministre de la Culture et de la Francophonie, vient de remettre la somme de 25 millions de francs CFA. C'est un appui financier qui marque l'engagement de la Côte d'Ivoire aux côtés de l'UNESCO. Ce premier don de 25 millions sur 50 millions de francs CFA vient saluer et encourager les efforts de l'UNESCO dans le cadre de la restitution de l'histoire du continent africain. Nous pensons qu'en déclinant l'histoire générale de l'Afrique, en œuvre d'art, en œuvre artistique, cette histoire sera mieux connue et nos héros deviendront alors plus vivants et pourraient ainsi impacter la vie des Africains et dessiner des destins héroïques. C'est le lieu de dire toute notre gratitude au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef de gouvernement, qui ont autorisé l'appui de la Côte d'Ivoire pour la promotion de l'histoire générale de l'Afrique. Le représentant de l'UNESCO, Ido Yao, a exprimé toute la gratitude de l'institution à la Côte d'Ivoire pour ce geste salutaire. L'histoire générale de l'Afrique est une œuvre de 8 tomes. Souvenons-nous d'Ernest Djedje Bléloué, Ernesto Djedje, de son nom d'artiste. Il est décédé le 9 juin 1983. Cela fait 35 ans aujourd'hui que le Niaoutré national a déposé le micro. La Côte d'Ivoire se souvient en ce jour anniversaire. Ernesto Djedje avait à son actif plusieurs albums, dont Aguissé, Conan Bédier et Azonandé. Il était également le créateur de la danse Ziglibiti que vous voyez maintenant sur votre petit écran.
Voilà, et que vous continuez d'apprécier. Autre titre de cette édition, des dizaines de milliers de Maliens ont défilé hier vendredi dans le calme à Bamako à l'appel de l'opposition pour réclamer la transparence lors de l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Une semaine après des marches émaillées d'incidents, les forces de l'ordre avaient dispersé à coups de gaz lacrymogène et de matraques des rassemblements de l'opposition interdits par les autorités, faisant une vingtaine de blessés. Et nous allons terminer avec cette information. La Cour pénale internationale CPI a quitté un appel hier vendredi à la surprise générale. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, qui a été condamné à 18 ans de prison en première instance pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en Centrafrique. Il a laissé en République démocratique du Congo le souvenir d'un chef autoritaire qui reste encore populaire à Kinshasa. 11 ans après son départ en exil, quand ses opposants s'insurgent contre cet acquittement. Voilà, et c'est la fin de cette édition supervisée par Michel Mambo. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia.